il y a une forte concentration dans la partie est du pays. Et cette forte concentration fait que tout le monde est à la recherche de sa terre. Pourquoi on arrive là où on en est? Je pense qu'à un moment donné, on doit se dire des vérités. Parce que On doit vraiment se dire des vérités. avec toutes ces personnes qui sont Ceux qui écartées, meurent, tu les as connus. Ils ne sont pas à Kinshasa. Ils ne sont pas là à Kinshasa. Ceux qui meurent, c'est des gens avec qui toi tu as grandi. C'est des gens avec qui tu as vu leur papa tuer quelque part. La guerre les a emportés. Ce sont nos frères qui meurent. À l'est, le sang qui coule tous les jours. Ce sont nos frères, nos mères qui sont violées tous les jours. Et il y a un problème, nous avons quelqu'un, on dit non, juste trouve des solutions à ces problèmes qui sont là. C'est tout ce que moi je demande. Je demande pas trop. Juste trouver des solutions aux problèmes. Et je vais fermer ma bouche. Bonsoir et bienvenue de partout où vous nous captez à ce net moment. Moi, c'est Lucien Biringanine, congolais de l'Est, de Bukavu, comme j'aime bien me présenter. Et je suis ce soir avec Ewing. Bonsoir Ewing et bienvenue. Bonsoir Lucien, bonsoir à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir ou l'après-midi, ça dépendra de l'heure auquel ils vont nous suivre. Merci d'être venu. Et qui êtes-vous pour nos auditeurs et ceux qui nous suivent à ce net moment? Je suis un journaliste engagé. J'ai fait beaucoup plus le journalisme d'investigation. J'ai travaillé dans plusieurs organisations au pays. J'ai été à Radio Okapi. J'ai été à Search for Common Ground, mais j'ai fait mes débuts beaucoup plus à la RTNC. À partir de 2006, au lieu de rester en train de travailler sur ça, j'ai choisi d'être vraiment un journaliste et de parler et d'affronter le problème, de chercher le problème. Et voilà, donc c'est un parcours assez long. Un parcours grand en tout cas et intéressant. Ça voudrait dire que vous avez aussi expérimenté Sun City. Alors ma question est de savoir, depuis Sun City à 2026, qu'est-ce qui a évolué? Depuis Sun City, c'est en 2002, mais avant Sun City, il y avait Lusaka. Avant... C'est moi pour nos auditeurs et téléspectateurs, de quoi il s'agit déjà Sun City Ce sont des négociations qui étaient à Sun City, en Afrique du Sud. C'est des belligérants dans le conflit qui devraient se retrouver et parler de problèmes du Congo, de trouver des solutions au conflit. Parce qu'au fait, depuis 1996... Moi, j'ai connu 1996, donc j'ai connu la Première Guerre, j'ai connu la Deuxième Guerre en 1998, et j'ai vu, après la Première Guerre, que ceux qui se battaient, il y a parmi eux de gens avec qui on a grandi, des gens avec qui nous avons été sur le même banc d'école. En 1998, on a vu le même, puis après ça, on les a vus aller à Maputo, aller à Lusaka, aller à Sun City. Pour finaliser, à Sun City, c'était beaucoup plus le RCD, le MLC et les autres, mais aussi une partie de la société civile qui était allée là-bas. Mais le tout commence avec, dans les années 1990, avec la Conférence nationale souveraine. Vous voyez un peu qu'il y a eu un prolongement de tout ça. J'ai connu, par exemple, quelqu'un comme Mende, pendant la conférence nationale souveraine. Je l'ai aussi connu comme rebelle quand il était avec le RCD Goma. Et puis, je l'ai vu aussi avec le président Kabila. Et aujourd'hui, je le vois avec le président Tshisekedi. Bon, je n'arrive pas à embrouiller les gens, mais c'est juste pour juste donner les types, l'élément, le politicien type congolais que j'ai connu dans mon parcours, dans ma jeunesse, mais aussi au fil des années, en fait. Oui, et qu'est-ce que les Congolais cherchent à atteindre avec ces différentes négociations? Il y avait les problèmes des terres qui existaient. Si tu vas au Sud Kivu, il n'y a pas, par exemple, de communes typiques pour les Banyamulenge, parce qu'on regarde qui est arrivé à quelle période. Et donc, il y a des problèmes de fond qui n'ont jamais trouvé des solutions. Au-delà de ça, nous avons la communauté internationale qui est aussi arrivée et qui regarde le problème d'en haut, qui ne va pas vraiment au fond, à la base du problème pour dire ça peut être la base du problème. C'est lui qui amène l'argent, c'est celui qui dicte.
C'est comme ça qu'on a vu des gens à Sun City. Ils se sont parlé, ils se sont fixés des choses, ils sont revenus au pays. On a eu les élections en 2006, et pourtant, quelques années après, en 2008, on a vu que les choses commençaient à mal tourner. Pensez-vous que les problèmes du Congo, c'est l'Est? L'Est du Congo est un ventre mou du Congo. Vous savez, quand je commence à travailler à Search for Common Ground, le premier, je peux parler, le baptême de feu qu'on me donne, c'est de chercher le problème. C'est quoi le problème? Dans la région Dans la partie est du pays. Et le problème que je trouve, c'est beaucoup plus un problème de terre. Quand tu viens au Bushi, par exemple, tu n'es pas un homme si tu n'as pas une petite portion de terre. On ne te considère pas. Or, chez nous, c'est la terre qui cause problème. Tout le monde est à la recherche. Tout le monde est à la recherche de sa terre. Les minéraux stratégiques. Les minéraux viennent après. Tout le reste. Les minéraux, ça vient après. Les minéraux, ça vient après. Les minéraux, ça vient après. Quand vous lisez, il y a de professeurs à l'UCB ou à autres qui ont écrit sur ça. La terre est le premier problème que nous avons. Ensuite, on a découvert des minéraux. Les minéraux aident beaucoup plus les multinationales à pouvoir exploiter les problèmes qui existaient déjà dans la société. Ils exploitent le problème qui existait. J'ai dit déjà ici, par exemple, des gens avec qui on a été sur le même banc d'école, qui en 1992-93 partent et qui reviennent en 96 chez nous, déjà armés. Parce qu'ils ont fini la guerre au Rwanda, ils viennent maintenant chez nous. Ils sont partis pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un problème. Mais le Congo est tellement vaste c'est tellement paradoxal de parler de problème des terres alors que le Congo c'est 2 345 410 km². Vous avez tellement raison. Ouais. Vous avez tellement raison. Alors, on vit dans la périphérie. Mais il y a une forte concentration dans la partie est du pays. Il y a une très forte concentration de population. Et cette forte concentration fait que tout le monde est à la recherche de sa terre. Il y a beaucoup des clans que ça pose problème. Et l'espace où vivre est vraiment réduit. Et quelle est l'explication à ça, au fait, de la concentration? On a beaucoup d'enfants. Mais justement, il y a assez d'espace pour tout enfant qui naît au Congo. Mais pourquoi cette concentration seulement sur la partie frontalière? Et non pas à l'intérieur du pays, par exemple, l'extension des villes, des provinces et des cités. Mais ça aussi, c'est une conséquence des migrations qui ont précédé pendant des siècles. Donc, vous pensez que les problèmes congolais est plus anthropologique que militaire? C'est beaucoup plus anthropologique que militaire. Personne n'aura la paix militairement. Alors, pourquoi cette tendance de recourir toujours à des solutions politiques et militaires, alors que cette réflexion, vous n'êtes pas les premiers à l'avoir, mais on a eu des historiens, on a des scientifiques congolais qui ont travaillé sur la question, mais pourquoi ils ne parviennent pas à toucher du doigt ces problèmes anthropologiques? Écoutez, vous parlez de l'armée. Dans les écoles militaires, on enseigne une chose. La guerre est un outil politique. Si vous avez envie de vous faire entendre, et si vous prenez les armes, vous vous faites entendre facilement. Tshisekedi disait, il n'y a pas trop longtemps, qui peut parler devant moi? Je suis le garant de la nation. Je vais faire ce que je veux, je vais changer la constitution. Quand les M23 ont pris les armes, ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu. Vous l'avez entendu parler? Il n'a plus parlé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en face de lui, il y avait des gens qui avaient des armes. Et c'est de la même manière, à chaque fois qu'il montait, et vous verrez qu'à chaque fois qu'il a comme un gain politique du point de vue international, on parlait déjà constitution. On va toucher la constitution. Et dès qu'on prend des villages, il recule. C'est comme ça, le fait. Militairement parlant, on utilise, je pense, je ne suis pas militaire, je ne suis pas affilié à un groupe armé, on utilise les armes pour se faire entendre et facilement. Voilà pourquoi il y a cette continuation des guerres à répétition, parce que quand on n'a pas envie de se faire entendre, quand on ne se fait pas entendre, on prend les armes. Quand on ne se fait pas entendre, on prend les armes. C'est propre au Congo et à la région des Grands Lacs où, comme on l'a dit, une solution ou une situation à l'africaine, ou bien ça a toujours été comme ça aussi dans d'autres parties de... Il y a plus de 35 guerres.
Oui, mais Donc, le fait de recourir constamment dans la recherche de la paix à des armes, au lieu du dialogue, par exemple, ou des solutions plus politiques et pacifiques, constitutionnelles, euh, chez nous, on recourt aux armes. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, le pouvoir qui est à Kinshasa ne répond pas. On va prendre les armes, on va renverser le pouvoir, et une fois qu'on sera là, on va essayer de gérer les pays comme nous, on l'entend. Ou bien comme, euh, quand je parle de nous, c'est-à-dire que mm, je me mets dans la peau de celui qui dit, je vais prendre les armes pour me faire entendre. L'idée, c'est, on part en Kinshasa, par exemple, quand Nanga parle, il dit, on va aller jusqu'à Kinshasa et on va créer. Mais en mm, 96, on a fait la même chose. ouais, Moi, j'ai fait plus de 800 kilomètres à pied de Bukavu à Kindu à pied, fuyant la guerre. fuyant la guerre, Ouais. Sinon, vous en serez passant considéré par, comme Kadogo. en passant par Walikale, et je me suis retrouvé à Kindu. Mhm. Et après? La question, c'est et après? Il faut parler des causes profondes. Et parler seulement de problème d'un seul peuple, là, ça devient autre chose. Mm. Là, ça devient de la conquête. Oui, C'est ça. mais ma question, c'est surtout là quand vous dites que l'opposition qui se tourne en opposition armée et qui dit que c'est parce qu'à Kinshasa ça ne va pas, pensez-vous que et ils ont fait mieux déjà? Et en même temps aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que la solution militaire? Et quelle est la projection qu'ils ont par rapport à cette approche qu'ils entreprennent? C'est-à-dire qu'ils donnent le message que si nous arrivons à prendre Kinshasa et que nous dirigeons mal, comme on l'a fait dans les 18 ans passés, la gestion n'a pas été bonne. Euh, Totalement bonne, il y a des aspects à louer, mais est-ce que ce n'est pas un message qui est envoyé que si on arrive à Kinshasa et ça ne va pas, on ne dialogue plus, mais on prend les armes pour changer? Moi, je pense qu'il faut nuancer. Mhm, Le mouvement de Sauvons le Congo n'est pas militaire. Mais il parle avec le mouvement militaire qui est l'AFC. Je vais mhm, vous ramener en arrière. Quand Tshisekedi père, Étienne, est arrivé à Bukavu, j'espère que vous vous souvenez mhm, de son passage à Bukavu, il est parti dans une zone rebelle, il a parlé avec le RCD et il ne s'était pas arrêté à Bukavu. Il est parti jusqu'à Kisangani. Et à Kisangani, il avait trouvé, c'était après les combats entre les Ougandais et les Rwandais, les troupes qui étaient positionnées à Kisangani, c'était des troupes rwandaises. mhm, Est-ce que cela fait que directement Tshisekedi père avait directement pris les armes contre le gouvernement à cette époque-là, le gouvernement de Kabila? Non. Moi, je pense qu'il y a toujours des similitudes. Il faut mhm. toujours s'écarter et voir en large. Il y a l'AFC et il y a le Sauvons le Congo. Le Sauvons le Congo est proche Pourquoi ne du, pas du, prendre la direction de la MOUCA, par exemple, ou la Mouka, de l'opposition politique et pas la, militaire? la Mouka. Vous savez, quand vous touchez sur cet aspect des groupes armés par rapport au gouvernement, ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont un passé. Ils ont un passé de proximité avec les groupes armés. Je ne peux Mhm, pas me mettre ici à dire tout. mhm, Je ne peux pas me mettre ici à dire tout, mais ils ont un passé. Ils mhm, ont un passé, et j'insiste sur ça. Ils ont mhm, un passé. Et même leurs communicateurs, parmi eux, il y a ceux avec qui l'on se connaît. Ils mhm, savent. Ils savent qu'ils ont un passé. Mais mhm, cela n'a pas fait en sorte qu'ils puissent considérer, par exemple, qu'on va dire que bon, l'UDPS devient le RCD. Non. Mais il mhm, y a eu alliance. Mais le moment qu'il y avait eu alliance, cela n'a pas fait que l'UDPS est devenu, par exemple, un mouvement armé. Non. Non. mhm. Moi, je prends juste de la distance par rapport aux faits. Je donne les faits. Et c'est aux auditeurs, aux téléspectateurs qui vont suivre, à eux de se faire leur opinion. Mais chacun comme ils sont là, que ce soit le gouvernement d'aujourd'hui qui hier a fait allégeance ou bien a été en contact direct avec le mouvement armé, bon, prenez par exemple le général Chibango. Mhm. Il a été où? Ben, c'est quand même, comme on dira, il y a des différences et des similitudes, mais en même temps aussi, quelle est alors la solution permanente pour mettre fin à ces Il conflits faut, il faut, il au faut, il pays? faut, il faut régler le problème communautaire. Il faut régler ce problème.
il faut régler le problème au niveau de l'administration parce que chaque Congolais veut vivre en paix, travailler et avoir un salaire décent. Que les cultivateurs puissent cultiver et se dire que le lendemain, il peut amener ce qu'il a produit dans son champ et qui sera acheté. Mhm. Qui ne va pas produire, comme j'ai vu au Maniema, des champs entiers de manioc, de riz qui pourrissent. Parce qu'il n'y a pas de route. Mais ça, c'est un problème qui ne se fixe pas du jour au lendemain. C'est un processus. C'est un processus. Alors, s'il mais faut, chaque au processus... cours de ce processus, prendre les armes parce que ça semble ne pas avancer dans son sens, ou par exemple, il y a un effort qui est soutenu dans un domaine qui est dans l'autre, pensez-vous que cela pourra donner place? Parce qu'il faut aussi le dire, ces groupes armés, ces mouvements, ils ravagent aussi des terres, ils ravagent aussi des pâturages dans des endroits qu'ils prennent, ils tuent des populations, ils commettent des exactions qui restent impunies, mais en même temps qui détruisent encore les paix d'efforts qui sont fournis et qui font de la RDC un chantier continu. Alors, que pensez-vous de ça? Écoute, les groupes armés, c'est juste une conséquence. Les groupes armés, que tels qu'on le voit là, c'est juste une conséquence du conflit qui existe. Et voilà pourquoi ce sont les forces qu'on appelle les forces illégales. Mais les forces illégales existent depuis les temps de Jésus, avant Jésus même. La guerre dans les années 70, telle que le dit Joséphus, l'avait écrit Joséphus, Flavius Joséphus. Les forces illégales ont toujours existé. Pour lutter contre plusieurs, les Juifs ont créé des forces illégales. Et chez nous, on a créé des forces illégales pour lutter. Les gens disent, nous allons lutter contre le Rwanda. Mhm. Ça, c'est un fait. Ce sont des conséquences de la situation. Maintenant, bon, vous êtes journaliste, je ne vous pose pas la question. Un Congolais vit avec combien aujourd'hui? Un Congolais lambda, il vit avec combien? Tel qu'on l'appelle à Bukavu, les Congolais Mutambola Pipa, il vit avec combien par jour? Mhm. Maintenant, regarde ceux qui dirigent. Ils vivent comment? Kazadi a dit ceci. En 5 ans, ils ont créé 53, plus de 53 institutions. Et tous ces gens viennent d'où? Ces institutions viennent d'où? Et il vous dit très très bien que l'argent qui sort, ils prennent d'abord l'argent, ils séparent dépenser, c'est qu'ils vont faire du projet qu'ils ont mis sur la table. Vous pensez que ces gens pensent vraiment payer? Vous pensez que ces gens pensent vraiment que qu'est-ce qu'il faut faire? Supposons que Tshisekedi, tel qu'il est là, a la bonne volonté de conduire. Mais tous ces gens qui sont à côté de lui, est-ce qu'ils ont... La Mais plupart, ils viennent d'Europe. oui, mais le Congo, comme je vous l'ai dit, c'est un chantier profond, comme Kabila l'avait dit, qui ne se limite pas aux infrastructures et à tout ce qui ne marche pas. Mhm. C'est aussi un problème des gens, des peuples. Il a dit qu'à son époque, il a dit qu'il cherchait 10 personnes, 10 collaborateurs, il n'en avait pas Ils n'en avaient trouvé. pas. C'est un problème qui, souvent, nous regardons juste à l'aspect infrastructure, à l'aspect extérieur du problème, et nous ne nous retardons pas à ce qui ne marche pas profondément dans l'homme. Et le changement de l'homme, ce n'est pas un travail d'un jour. C'est un travail continu et un travail qui nécessite plusieurs dynamiques au même moment. Et au top de cela, il y a aussi les problèmes systémiques. On ne change pas un système avec un élément du système. Yeah. Vous le savez dans la théorie des systèmes. Et donc, un simple acteur qui vient rejoindre les gouvernements ou qui veut bien travailler pour les pays et qui rencontre un système qui existe depuis 1965, ça ne sera pas aussi facile et il fait avec ce qu'il a à bord. Peut-être c'est ce qui est signifié par le fait que le Congo, c'est un grand chantier qui ne peut pas se résoudre dans 5 ou 10 ans. Je ne suis pas en train de dire que cela justifie une extension des mandats, mais ça voudrait dire que c'est un travail qui est aussi retardé et retourné en arrière toutes les fois qu'il y a des rébellions, parce que ces rébellions, ces soulèvements, ces changements voulus à tout temps, ils détruisent encore les efforts fournis. Parce que quand il y a marche qui est réprimée, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté de l'opposition ou des fauteurs de troubles qui provoquent la police, dans tous les cas, ils détruisent les infrastructures qui ont été là et qui ont été construites avant. Et avec la guerre, c'est des cités, c'est des villes. Vous savez bien la partie est, la partie province du site Kivu. Vous savez comment c'est ravagé. Vous avez des villes, des villages, des parties entières qui sont consumées.
Et ça, ce sont des conséquences de la guerre. Et donc, dire que changer un problème qui s'installe de la mauvaise gouvernance, parce que c'est pour souvent les Congo, c'est les problèmes de Tshisekedi et de son gouvernement. Mais vouloir résoudre ces problèmes en détruisant plus, je ne pense pas non plus que c'est une bonne solution, c'est une bonne approche parce que c'est nous ramener au temps des jadis. Monsieur Lucien, nos grands-parents commencent à lutter pour leur survie depuis le XIIIe siècle. Je dis bien depuis le XIIIe siècle. Donc le peuple est résilient. Le peuple a connu la guerre depuis le XIIIe siècle et en forme de cycle et continu. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement à Kinshasa. Je peux être dur, je peux être critique. Mais le chef, quand il est chef, il a une vision. Le chef fixe. Il dit, c'est ça ma vision, on va faire ceci. Et à partir de ce moment-là qu'il a fixé, il ne regarde pas qui fait quoi. Parlons de l'Éthiopie. Quand le Premier ministre Ahmed arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'y avait pas de problème? Il y avait des problèmes. Mais il savait les caps. Il avait fixé son cap. Il dit, on va atteindre ces caps. Est-ce qu'on ne parle pas aujourd'hui de l'Éthiopie? Est-ce qu'il y a, dans les années 80, on parlait de l'Éthiopie, d'un pays où il y avait la faim? Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? C'est peut-être question de temps aussi. C'est peut-être question de temps, c'est parce que c'est une question de vision. Parce que comme les présidents... Vous savez, quand on discute aujourd'hui dans la communauté, l'argument qui, la plupart des fois est brandi, est de dire, oui, on ne peut pas finir ça en 5 ans. Kabila était là, il demandait 15 personnes. Il ne les a pas eues, mais il a fait ce qu'il a fait. C'est lui qui est arrivé. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de poursuivre et rectifier ce que l'autre n'a pas fait. Ce qu'il a entrepris dès le départ. Ce qu'il avait entrepris dès le départ, ouais. Et essayer de rectifier et de faire mieux. Ouais. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est la question que je pose à ceux qui nous suivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait pas que moi je dise. Ce qui s'est passé, mais les gouvernements l'expliquent très bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, il y a eu des bâtons dans les roues, que ce soit de l'opposition ou des collaborateurs. Des collaborateurs, à l'époque, on parle de l'AFC FCC. De l'FCC. On parle de l'FCC à l'époque qui retardait l'action gouvernementale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque Kaboun et Lukamba. Lukamba, yeah. Il a fait combien de temps? Oui, justement. Et puis... Vous savez, Lukamba, il a fait combien de temps? Après Lukamba, la guerre a commencé. On a vu directement les Kabound. Et à partir de quel moment Kabound se retrouve en prison? Kabound, c'est un allié, non? Kabound, c'est un protecteur du système, non? De l'actuel gouvernement, non? Mais qui a tourné le dos au régime? Posons-nous la question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Kabound tourne le dos? Parce qu'il est mauvais? Peut-être, hein? Peut-être. Oui, il avait ses ratés. Il avait ses ratés. Mais est-ce qu'il était mauvais? Si il était vraiment le seul mauvais, qu'est-ce qui vient après? C'est là où j'ai dit le président fixe le cap. Mais... Et après avoir fixé les caps, il fixe les orientations et il avance. Quand vous avez des gens qui vous disent, un ministre des Finances qui vous dit ouvertement qu'on a créé des entreprises et quand il y a l'argent, nous, on se partage l'argent et ce qui reste, maintenant on met sur la table pour faire... C'est-à-dire que le projet vient après. On commence à penser projet après avoir reçu l'argent. C'est-à-dire qu'on ne pense pas projet à l'avance. Mais c'est ça justement. Quand on dit que le Congo c'est un chantier, ça ne veut pas dire que les problèmes se limitent dans un domaine de gestion. Le Congo, apprenant le Congo comme chantier, ça veut dire aussi que c'est une multitude de problèmes. À la fois, il faut s'attaquer aux problèmes de corruption, aux problèmes des hommes, aux problèmes du pays et aux problèmes de la sécurité. Il y a une multitude de problèmes. Pour moi, j'ai toujours pensé que le président de la République ne devrait pas venir avec un projet global et globalisant. Le président de la République devrait venir avec un projet qui se fixe des axes et qui commence et qui laisse de la place au cas où il est réélu pour un second mandat
ou au cas où il n'est pas réélu. Par exemple, au lieu d'avoir 5 chantiers, le président de la République devrait venir avec un seul chantier et dire que pendant mes 5 ans que je vais avoir à la tête de ce pays, je vais me focaliser par exemple sur la sécurité. Et passer tous les 5 ans à travailler sur la sécurité. À la fin de 5 ans, c'est dire que OK, pendant les 5 ans, je fais ceci et il y a telle avancée dans les domaines de la sécurité. Bien sûr qu'il ne faut pas négliger d'autres secteurs, mais comme axe principal de l'action présidentielle, c'est la sécurité. Et fixer ça. Et si la confiance est renouvelée, prendre un autre axe. Et si la confiance n'est pas renouvelée, l'autre reprend à partir avec les acquis du régime passé. Je pense que... le mot acquis. Les acquis du régime passé. Parce que venir avec 5 chantiers, 10 axes prioritaires... 5 chantiers, c'était Kabila. C'était Mosé Kabila déjà au départ. Pourquoi on arrive là où on en est? Je pense qu'à un moment donné, on doit se dire des vérités. On doit vraiment se dire des vérités. Avec toutes ces personnes qui sont écartées. Ceux qui meurent, tu les as connus. Ils ne sont pas à Kinshasa. Ils ne sont pas là à Kinshasa. Ceux qui meurent, c'est des gens avec qui toi, tu as grandi. C'est des gens avec qui tu as vu leur papa tuer quelque part. La guerre les a emportés. Ce sont nos frères qui meurent. À l'Est, le sang qui coule tous les jours. Ce sont nos frères, nos mères qui sont violés tous les jours. Et il y a un problème, nous avons quelqu'un, on dit non, juste trouve des solutions à ces problèmes qui sont là. C'est tout ce que moi je demande. Je demande pas trop. Juste trouver des solutions aux problèmes. Et je vais fermer ma bouche. Point. Oui. Merci beaucoup, Ewing. On a parlé de près des 45 minutes maintenant. Et le problème du Congo est complexe. Très complexe. Et ne se limite pas à un ou deux acteurs. C'est multivers. Vous avez raison, c'est complexe. Mais espérons qu'on parviendra à trouver la solution avec... pensez-vous que les dialogues qui se trament actuellement est une lueur d'espoir? Le dialogue en préparation, si il rentre dans le format que l'on connaît toujours, il y aura dialogue, ils vont se partager, et après 5 ans, il y aura la guerre. Parce qu'en fait, nous avons les mêmes acteurs. La classe politique congolaise actuelle a un vrai problème. Quand quelqu'un va vous dire, les réseaux sociaux vont faire tout ce qu'on a raconté, je n'ai pas envie de répéter, quand il vous dit ça, avec de l'opulence qu'on a vue, alors qu'il y a des gens, des militaires, prenons les cas des militaires, ils sont payés comment? Ils vivent comment? Moi, j'ai été dans des camps de militaires. J'ai travaillé sur les questions. J'ai été sur le plan, parlons, puissance militaire. Et le plan prévoyait 2012 à 2026. C'était là le plan Mwando Nsimba. Et on a vu les effets en 2012 déjà. Il était juste une question de continuer. Merci beaucoup. Nous avons des présidents souverains. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir cet entretien avec toi. Merci et beaucoup. Vous qui nous retrouvez actuellement, d'autres programmes arrivent. Pensons au Congo et poussons toujours les débats, discutons et voyons ce que nous pouvons faire pour le bien de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à plus. À plus.